Alors bonjour tout le monde. Donc on va continuer avec le cours de biodiversité, avec le dernier cours, avant de passer à celui de la qualité de l'environnement à partir de la biodiversité. C'est le cours, donc il traite les menaces qui pèsent sur la diversité biologique. Donc on avait vu la définition de la biodiversité, les niveaux, les dimensions, les indicateurs de chaque dimension. On a vu la répartition de la biodiversité à une échelle globale. On a identifié les hotspots de biodiversité. On a vu la valeur de la biodiversité. D'accord? Comment mesurer la biodiversité avec la notion de diversité spécifique et de richesse spécifique. La différence entre la diversité alpha, bêta et gamma. On a également vu la notion d'espèce. On a vu donc si vous voulez, la hiérarchie de la classification taxonomique. Et aujourd'hui, on va voir donc quelles sont les menaces qui pèsent sur cette biodiversité. Est-ce que cette biodiversité elle est conservée ou bien elle est menacée? Alors, si vous voulez, l'essor des menaces, c'est l'extinction. Plus une communauté est menacée, plus une espèce est menacée, l'essor d'y est là, il y a l'extinction. Alors il existe, l'extinction c'est un phénomène naturel. On estime que 99,9% des organismes, des organismes qui ont vécu sur la planète Terre ont disparu à ce jour. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes espèces. Depuis la création de la Terre jusqu'à actuellement, il y a un turnover, il y a donc un changement de cette biodiversité. Alors il y a trois types d'extinction, qui sont des extinctions de fond. C'est le turnover des espèces liées au changement naturel de l'environnement. Il y a des phénomènes naturels qui causent donc la disparition d'une masse de biodiversité et celle-ci elle est remplacée par une autre. Alors les extinctions de masse. Extinction de masse, c'est un grand nombre d'espèces suite à une catastrophe naturelle. مثلا les ouragans, les volcans, donc ce sont des catastrophes naturelles qui causent la disparition ou l'extinction des espèces. Ou qu'il y a l'extinction anthropique, causée par l'homme. C'est la disparition des espèces suite aux activités de l'homme et donc l'extinction potentiellement contrôlable. C'est à l'échelle géologique. C'est des phénomènes naturels, on ne peut pas les freiner. Ou on peut, avec des mesures de conservation et des mesures de protection, on pourra donc la freiner. Et c'est la partie que vous allez voir avec Madame Fahd. Alors, ça, d'une part, d'autre part, la plupart des taxons ont une durée de vie courte. À l'échelle géologique. Peu dure longtemps. Durée de vie moyenne 5-10 millions d'années. Il y a des groupes, la majorité des groupes, par exemple le cas des faunistiques, ont une durée de vie qui dure entre 5 et 10 millions d'années. Très très rares sont les espèces, les taxons qui durent jusqu'à 50, 100 et même 140 millions d'années. Vous voyez là, des groupes d'organismes varient, le milieu marin se porte mieux, donc il y a les organismes marins à une demi-durée de vie plus longue que les organismes terrestres, les primates 1 million d'années, les insectes 1,5 million d'années, les mammifères 1,7. Pourtant, les récifs coralliens peuvent durer jusqu'à 25 millions d'années, les bivalves 23, les échinodermes jusqu'à 7 millions d'années. D'accord? Alors, les extinctions de masse, ayant eu durant tous les ères géologiques, il y a eu 5 extinctions de masse depuis donc le Cambrien jusqu'au Quaternaire. Alors la première extinction a eu lieu en Ordovicien. 50% des familles d'animaux incluant beaucoup de trilobètes ont disparu. Deuxième extinction, le Dévonien. 30% des familles d'animaux, les agnates, les poissons, les placodermes et beaucoup de trilobites saumartines sont disparus. Permien, 50% des familles d'animaux, plus de 95% d'espèces marines, beaucoup d'arbres, d'amphibiens, la plupart des bryozoaires et de brachiopodes, tous les trilobites. Trias, 35% des familles d'animaux incluant beaucoup de reptiles et de mollusques marins.
اللي هي تما le Jurassique, donc باش تفكروا le film Jurassic Park باش كانوا les dinosaures etc. Les crétacés, dinosaures, beaucoup d'espèces marines incluant donc beaucoup de foraminifères et de mollusques. Et puis le quaternaire, Pléistocène, les grands mammifères et des oiseaux. Donc tout ce sont les 5 crises majeures qui ont eu lieu depuis donc les ères géologiques, et actuellement les scientifiques ils parlent qu'on est en train de vivre la 6e extinction dont la cause ou l'origine est l'homme. Alors là, à partir du XVIe siècle jusqu'à l'an 2000, le nombre d'espèces éteintes. Alors plus de 1000 extinctions notifiées de plantes et d'animaux depuis 1600, et la moitié des extinctions modernes ont survécu durant le XXe siècle. Alors pourquoi durant le XXe siècle? Le XXe siècle, c'est à partir de cette période où il y a eu, c'est le phénomène de colonisation. Avec les colonisations européennes, les Européens, ils ont colonisé les régions les plus riches en espèces. Donc, chez nous, les régions les plus riches en espèces, on a le domaine afrotropical, le domaine néotropical, le domaine oriental. Donc, on a les régions les plus riches en espèces, ils ont été colonisés par les Européens. Vraiment, c'est le massacre et l'exploitation de la biodiversité, vraiment une exploitation maximale. Donc, vous voyez comment à partir du 19e siècle, le nombre d'espèces éteintes a augmenté. Il y a eu un déclin à partir de 1950. Alors pourquoi ce déclin? Ce déclin reflète les mesures de conservation, c'est-à-dire la communauté internationale a commencé à réagir pour essayer de freiner cette perte de la biodiversité, extinction de la biodiversité. Et comme exemple, l'organisme international pour la protection de la biodiversité, l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature. Alors, la 6e extinction, comme je vous ai dit, elle est liée à l'homme. C'est l'extinction et l'apparition d'espèces font partie du cycle de la vie, mais actuellement, la disparition des espèces se déroule à une cadence de 100 à 1000 fois plus rapide que le rythme naturel et celle liée à l'homme. Alors, on peut parler d'une espèce considérée comme éteinte si on n'en trouve plus de spécimens nulle part. Il y a vraiment, la partie des catégories UICN par Madame Fett, on a un taxon éteint, c'est-à-dire aucun spécimen qui dort sur le corps ardien. D'accord? Donc, ou bien on parle d'éteint à l'état sylvestre, à l'état sauvage, il n'est plus dans la nature. Le lion, Panthera leo, il n'est plus, il est éteint à l'état sylvestre au Maroc. Avant, il y avait le lion, qui est le lion de l'Atlas, mais actuellement, donc les espèces, les spécimens, les individus de lion de l'Atlas qui existent uniquement dans les zoos. Les zoos, proche de la nature. Donc c'est un éteint à l'état sylvestre, qui aurait les spécimens en captivité ou contrôlés par l'homme. Le cas, par exemple, d'une extinction locale, une espèce qui a une aire de répartition très importante, cette aire de répartition il commence à se réduire par extinction locale, ou son aire de répartition limitée à une partie très restreinte du continent sur la planète Terre. Extinction locale, il y a éteinte en état sylvestre dans les régions où il vivait en état sylvestre. Par exemple, je vous l'exemple de l'ibis-chauve, Geronticus eremita, est une espèce d'oiseau en danger critique d'extinction. Vous voyez de la catégorie avec Madame Fett. L'espèce est du fait de ses faibles effectifs et de son aire de répartition très réduite. L'ibis-chauve, actuellement, il existe donc une faible population. La dernière population sauvage, reproductive au monde, occupe la bande littorale atlantique du sud marocain, au niveau du parc national de Souss Messa. Ici, plus précisément les falaises de Temril, l'ibis-chauve qui aiment les œufs diallo qui aiment les falaises.
les falaises qui bordent donc l'océan Atlantique. Depuis 1991, des actions de conservation importantes ont été mises en place en faveur de cette espèce emblématique dans la région. À ce jour, cette population relicte, bien qu'étant en constante augmentation, reste sujette à des fortes menaces au sud-ouest du Maroc. Donc l'espèce, avant, elle occupait une bonne partie de l'Europe occidentale. Actuellement, les dernières populations se trouvent uniquement au niveau de la région de Souss Massa. Il y a parmi les espèces emblématiques de la région de Souss Massa, de parc national de Souss Massa. D'accord. Et donc les rares, donc c'est une extinction locale. Et les dernières populations qui restent se trouvent uniquement dans le sud-ouest du Maroc et plus précisément au niveau du parc national de Souss Massa. Extinction écologique. Écologique, il y a lorsque l'espèce persiste avec un nombre très réduit d'individus au point que son effet sur les autres espèces de la communauté est insignifiant. Maintenant le tigre. Le tigre est écologiquement éteint. Il y a quelques spécimens ou quelques spécimens, leur influence sur les communautés reste minimale. Écologiquement, le tigre il est éteint. D'accord. L'effet, son effet sur ses proies devient très minime. Une bonne population qui se trouve dans une région, quelques spécimens isolés. L'extinction commerciale, c'est le cas par exemple des poissons. Réduction de la population d'une espèce dans une localité, ou une banque de pêche, et sa pêche n'est plus rentable. L'arrêt de son, par exemple, le fait d'investir un navire, le carburant, la haute mer pour la pêcher et retourner avec une faible quantité, donc sa pêche n'est plus rentable. Et donc, comment on peut remédier? C'est l'arrêt de son exploitation peut permettre éventuellement la récupération de l'espèce. Le repos, il faut le repos biologique, laisser les populations se rétablir. Les morts vivants, on les appelle surtout pour les arbres. Parfois, il y a une espèce d'arbre qui est éteint, ou qui prend quelques pieds éparpillés. Alors, c'est le cas, qu'on a dit, des plantes ligneuses, des individus isolés ou des pieds isolés peuvent persister de manière isolée sans se reproduire durant des centaines d'années, qui sont des morts vivants, parce que l'espèce en soi, elle n'existe plus, il n'y a pas de bonne forêt formée par cette espèce, qui nierait des pieds isolés qui persistent. Alors, combien de temps peut tarder l'extinction d'une espèce après la réduction de son aire de distribution ou bien après la dégradation ou la fragmentation de son habitat? La réponse est quand le nombre d'individus d'une population se réduit considérablement et atteint un seuil critique, sa probabilité d'extinction augmente. Une espèce est représentée par une bonne population, elle est immune à l'extinction. Le nombre d'individus commence à diminuer, la probabilité d'extinction augmente. Chez certaines populations, quelques individus puissent persister et même se reproduire pendant des années ou même des décades, mais leur destin final serait l'extinction si aucune mesure ne soit prise pour sa conservation et sa récupération. Ou là, le cas des stratégies de conservation des espèces, l'aroui, le cerf de Berbérie, la gazelle d'Orcas, les antilopes, avec des stratégies des eaux et forêts marocains pour la récupération de ces espèces. Donc l'effectif d'Akitla, et maintenant il y a de bonnes populations qui ont été réintroduites les aires protégées, donc les populations commencent à se récupérer. Alors les causes de l'extinction, bien sûr anthropiques, il y a des causes directes, il y a des causes indirectes. Alors les causes directes, parmi les causes la cause la plus directe de l'extinction biologique, c'est ce qu'on appelle le changement d'usage du sol, le changement d'usage du terre. Quand on a une forêt, terrain agricole. Quand on a une forêt, une urbanisation. Et ceci passe par la destruction, fragmentation et dégradation de l'habitat. Quand on a un habitat naturel, pour le changer, il peut être dégradé, il peut être fragmenté, il peut être détruit totalement. C'est le changement d'usage du sol, qui est le phénomène international ou le changement climatique global,
كاينه la surexploitation des espèces يعني بحال مثلا ديك الحوت او le poisson او بحال les oiseaux او بحال les mammifères يعني le fait de les pêcher de les chasser à grand nombre il cause la disparition حنا غنشوفوا هذا الشيء وكاينه l'invasion des espèces exotiques حنا on va expliquer chaque cause. Destruction, fragmentation et dégradation de l'habitat ou le changement d'usage du sol, la cause majeure d'érosion de la biodiversité, la transformation de l'usage des terres par les activités humaines. Et donc la destruction, l'habitat, on le détruit totalement, ou là, il est dégradé, il s'altère, ou là, la fragmentation des habitats de nombreuses espèces animales et végétales. Maintenant, les activités agricoles. Quelqu'un a une forêt, on a défrichement de la forêt pour la transformer en terrain agricole, ou là pour la transformer en industrie, ou là d'accord, ou là pour la transformer pour le développement humain, ou là les transports, ou là pour l'urbanisation. Donc tout ça c'est le changement d'usage des terres en faveur du terrain agricole, en faveur de l'agriculture, de l'industrie, en faveur des routes, en faveur du développement humain, en faveur de l'urbanisation. 50% de la surface de la Terre a été modifiée par l'usage de l'homme. Il n'existe plus de territoire véritablement vierge. Même ici, l'empreinte, le basement, l'empreinte de l'homme. Près de la moitié de la surface forestière originale a été détruite. Les écosystèmes agricoles couvrent plus du quart de la surface des terres émergées. Aussi, les pollutions des sols, de l'eau, de l'atmosphère accentuent la dégradation des milieux naturels et affectent directement certaines espèces. Vous voyez là, les industries, même l'agriculture, le parc automobile, donc toutes les activités humaines engendrent des éléments polluants, atmosphériques, hydriques, du sol, et tout ça, ça altère la qualité, ça altère l'environnement et par conséquent la biodiversité. La destruction, la fragmentation de l'habitat, on va prendre par exemple le cas des barrages. Les barrages, c'est une bonne politique pour la collecte de l'eau, pour les poissons migrateurs, le cas des salmonidés, qui migrent donc de la mer vers l'amont pour la réaliser, donc c'est leur migration annuelle contre le courant. Une fois ils arrivent au barrage, ils trouvent un obstacle, dans ce cas, ils ne peuvent plus continuer leur chemin et ceci cause donc leur perte, leur disparition. Et ce n'est qu'un exemple, après la construction, barrage sur l'ouest de Locos, il y a eu la disparition de la losse Shebel. Donc c'est un poisson migrateur qui a totalement disparu du Maroc. Alors les changements climatiques, donc c'est un phénomène international, global, pourrait donc bien devenir une cause majeure d'extinction des espèces. Pourquoi? Parce que le réchauffement pourrait atteindre 2 à 6 degrés d'augmentation de la température moyenne. En 100 ans, les températures augmenteront plus vite qu'au cours de 10 000 dernières années à cause d'émissions des gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, le méthane, dues aux activités humaines, transport aérien, terrestre, chauffage, émissions industrielles, etc. Et ceci va causer donc la hausse du niveau de la mer, bien sûr avec le réchauffement. Les calottes glaciaires, ils vont se réchauffer, ils vont se fondre. Dans ce cas, donc le niveau de mer, il va augmenter. Et ceci, donc toutes les villes côtières, etc., ils sont menacés. Et un quart des espèces animales et végétales pourraient disparaître d'ici 2050 en raison du réchauffement climatique. Donc c'est un constat qui a été publié dans la revue Nature, la fameuse, prestigieuse revue Nature, en 2004. Surexploitation des espèces. La chasse, siada, la pêche, la commerce ou l'extraction, par exemple, du bois et des plantes médicinales, etc., a entraîné la disparition de nombreuses espèces animales et végétales au cours des derniers siècles. Vous savez, par exemple, le commerce international des espèces de faune et de flore représente 15 milliards d'euros par an. Plus de 300 millions de spécimens, cela représente entre 1,5 million d'oiseaux, 640 000 espèces de reptiles chaque année. Alors le trafic illégal d'animaux et de plantes sauvages est le 4e de par son importance après celui des drogues et des armes. C'est un commerce qui ramène beaucoup d'argent. Et il est donc une des premières causes de disparition des espèces.
Maintenant, plus de 70% des pêcheries et des stocks de poissons marins font l'objet d'une surpêche ou d'une pêche à la limite de leur capacité de renouvellement. On ne laisse pas les populations se rétablir. À force de pêcher, le stock diminue. La pêche intensive qu'a des grands prédateurs, le thon, requins, l'espadon, poissonciers, et qui a entraîné leur extinction économique, voire leur disparition totale. Les prises dites accessoires, tortues, dauphins, maintenant les tortues mais qui ne sont pas vraiment consommées par la majorité de la population mondiale, qui n'est certains asiatiques qui les consomment. Les dauphins, ils sont pris de manière accidentelle. Dans ce cas, ils meurent de manière accidentelle, comme ça, bêtement. Constituent 30% du volume total de la pêche et sont rejetées mortes par-dessus bord. On estime que c'est prise à environ 30 millions de tonnes de poissons. Imaginez la quantité de poissons perdus de manière bête. Alors, d'autres exemples, à cause de la chasse du braconnage, les populations de rhinocéros noirs ont baissé de 96% en 30 ans en Afrique et plus de 100 000 individus dans l'année 60. Il y a 100 000 à 2600 individus en 1997. La baleine bleue, le plus grand mammifère ayant jamais existé, a connu un déclin. Elle est de 99,8% à cause de la chasse baleinière. Avant la chasse commerciale, les effectifs étaient estimés à 20 000 dans l'hémisphère nord et 200 000 dans l'Antarctique. Aujourd'hui, il en resterait quelques milliers dans l'hémisphère nord, 1800 à 5000 et 400 à 700 dans l'Antarctique. Vous voyez la baisse d'effectifs de cette baleine majestueuse. On estime que 280 000 baleines bleues ont été tuées entre 1920 et 1970. En Australie, il y a 50 000 à 60 000 ans, l'arrivée des premiers hommes a entraîné la disparition d'une partie de la grande faune, 20 espèces de kangourous géants, un lion marsupial, un lion marsupio, les 10 protodons, les rongeurs marsupiaux herbivores de la taille d'une vache. Donc tout ça, ils ont disparu à cause donc de la colonisation de l'homme à cette ce beau continent qui est l'Australie. L'introduction des espèces exotiques envahissantes, il y a les aires géographiques, le paléarctique, le domaine oriental, l'éthiopien, néotropical, néarctique. Lorsqu'une espèce de répartition néarctique, tu l'introduis dans le domaine paléarctique, le Maghreb, ou le Europa. Alors une espèce éthiopienne, Talla, mais de manière naturelle, de manière provoquée, un transport, une introduction. La néotropicale, le Maghreb. La australienne, par exemple, le Maroc. D'accord? Alors, de nombreux écosystèmes, l'homme a introduit de façon volontaire ou involontaire des espèces exotiques envahissantes. Alors, je dis exotiques, ils font partie d'un autre domaine biogéographique qui n'est pas le nôtre. Nous, on vit dans le domaine paléarctique. Si une espèce néarctique est introduite au domaine paléarctique, ça va être exotique. Il ne fait pas partie de ce domaine. Donc, exotique envahissante qui bouleverse l'équilibre des milieux naturels, entre en compétition avec les espèces autochtones et parfois les domine jusqu'à la faire disparaître. Ces invasions biologiques, formes de mondialisation de la nature, sont la première cause d'extinction des espèces insulaires, en particulier pour les oiseaux, et représentent un phénomène particulièrement inquiétant pour l'avenir de la diversité biologique. Ce phénomène accompagne depuis longtemps toute migration humaine. L'introduction des lapins, le chat, les rats, chiens en Australie a eu un impact majeur sur la faune de la flore locale au cours du dernier siècle. Alors, on va voir des exemples de poissons introduites dans les eaux marocaines qui ont causé donc la disparition des espèces autochtones ou là, d'autres altérations. Il y a eu l'introduction de la carpe commune, Cyprinus carpio, c'est un carpidé, normalement c'est pour lutter contre l'eutrophisation, l'eutrophisation, donc il a été introduit dans le lac Aguilmensideli,
moyen Atlas. Hadlak Agilmensi il hébergeait une espèce de poisson de salmon endémique, Salmo polairi. Avec l'introduction de cette espèce, l'espèce Salmo polairi a été, donc il a causé l'extinction de cette espèce. Un autre exemple, l'introduction d'un salmonidé exotique dans les eaux marocaines pour augmenter donc la consommation. Elle est en train de causer par hybridation des menaces d'hybridation de l'espèce autochtone Salmon macrostigma, d'accord, donc par hybridation il se reproduit avec elle, donc ce qui fait que l'authenticité génétique de cette espèce il sera perdue. Également, l'introduction d'espèces invasives Gambusia holbrooki, introduite pour la démoustication. Il a été introduite, c'est aussi une espèce américaine, Zehia. Donc cette espèce, elle a causé la perte, l'extinction de l'espèce autochtone Sahara Aphanius saurensis. Actuellement, il est classé comme en danger critique parce qu'il exploite les mêmes habitats. Donc il cause la disparition de l'espèce autochtone. Aussi, donc les deux espèces de poissons actuellement récemment décrites au Maroc, Salmo viridis au niveau de lac Isli et Salmo multipunctatum décrite au niveau de haut d'Adès. Donc toutes les deux espèces sont menacées par les espèces invasives qui sont déjà citées dans la région. Alors l'introduction de la perche du Nil, Lates niloticus, dans les années 60 dans les grands lacs d'Afrique de l'Est a entraîné la disparition de 65% des espèces de poissons d'eau douce autochtones. Plus de 1000 espèces de poissons d'eau douce vivaient dans ces grands lacs. Le lac Victoria compte 300 espèces endémiques. Il s'agit de la plus grande extinction de vertébrés jamais documentée. Donc tout ça à cause de l'introduction de cette pêche, de la perche du Nil. Donc pour la chasse et pour la consommation. Malheureusement, il a causé donc l'extinction des espèces endémiques autochtones. Alors, avec ces causes directes, les changement d'usage du sol, les causes la destruction des fragmentations et altération de l'habitat, et les changements climatiques, et la surexploitation, la pollution, qui sont des causes indirectes. Alors, les causes indirectes, ce sont surtout des causes en relation avec l'activité socio-économique. On a la croissance démographique, qui est l'économie et consommation, qui est la pauvreté et gouvernance. Ce sont les causes indirectes qui causent la disparition ou la perte de la biodiversité. La croissance démographique. Alors, la croissance élevée accroît la pression sur les ressources naturelles. Plus il y a beaucoup de personnes, plus la demande pour l'agriculture, l'eau, les habitations, etc. augmente. Et ceci entraîne donc un grand stress, une grande pression sur les ressources naturelles. En 1810, on a 1 milliard d'individus qui peuplent la planète. Actuellement, nous sommes plus de 6,5 milliards. Nous serons très probablement entre 8 et 10 milliards d'êtres humains en 2050. Imaginez combien la population a augmenté. La population mondiale a plus que doublé entre 1950 et 1990. Les êtres humains sont aujourd'hui 100 fois plus nombreux que n'importe quelle grande espèce animale. Il n'y a pas un mammifère, un grand vertébré, qui fait 7 milliards d'individus. Alors là, vous avez la courbe, la fameuse courbe, depuis donc avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Vous avez donc la population qui est actuellement en 1990 qui est presque, il va affleurer 6 milliards, on affleure les 7 milliards et les prévisions en 2050 à tout ça 10 millions de personnes. Alors, la diversité globale des espèces a atteint son apogée pendant la période géologique actuelle. Les insectes, les vertébrés, les plantes phanérogames ont atteint leur diversité maximale il y a 300 000 années. La population humaine augmente et la diversité des espèces diminue. Les premiers effets significatifs de l'activité humaine sur le taux d'extinction correspondent à l'élimination des grands mammifères de l'Australie et de l'Amérique du Nord et du Sud après leur colonisation par l'homme.
Après l'arrivée de l'homme, on assiste à l'extinction de 74 à 86% de la mégafaune mammifère de plus de 45 kg de poids. La chasse, les incendies, propagation des maladies introduites, etc. Donc, je ferai le cas d'Ienna. Fénoua, le lion de l'Atlas, il a disparu. Donc, toute la mégafaune marocaine, et surtout les carnivores, ils ont disparu actuellement. Donc, il y a des programmes de récupération les gazelles, etc., grâce à l'effort des eaux et forêts. Les oiseaux et les mammifères, depuis 1600, 85 espèces de mammifères et 113 espèces d'oiseaux ont été éteints. On indique la courbe avec l'augmentation à partir de 1900 et la diminution à partir de 1950. Ceci dure qu'on a les programmes de l'UICN, les programmes de sauvegarde. Aussi, donc l'effort de sauvegarde des espèces. Une espèce n'est considérée comme éteinte si aucun individu n'a été observé pendant 50 ans. C'est surtout grâce à des programmes de sauvegarde et surtout de la définition d'espèces éteintes. Il y a éteint à l'état sauvage ou un éteint que si aucun individu n'est observé pendant au moins 50 ans. Qui est le deuxième point, qu'on a l'économie et consommation. Corollaire de l'augmentation démographique, plus il y a l'homme, plus il y a la croissance économique mondiale et l'augmentation de la consommation des matières premières et des biens de consommation accentue la pression sur les ressources naturelles et les espaces sauvages. 20% de la population de la planète consomme 80% de l'énergie mondiale. Les États-Unis, avec moins de 5% de la population, consomment 25% du pétrole mondial. Ces inégalités entre pays renforcent l'aspiration légitime des pays en voie de développement à consommer plus. Les pays émergents, comme la Chine et l'Inde, absorbent aujourd'hui de plus les matières premières, pétrole, acier, etc., et de ressources naturelles, poissons, bois, etc. Cette tendance montre que bien le modèle occidental de développement économique n'est pas durable sur le plan écologique. Alors, nos modes de consommation avec la civilisation du jetable, il y a beaucoup de choses, de l'alimentation qui est prête, tout est emballé, tout avec du carton, du plastique, etc. Les effets de la mondialisation, augmentation des échanges et des transports de marchandises, accentuent encore plus la pression sur les ressources naturelles. De plus, le coût environnemental n'est pas pris en compte dans le prix d'un produit. La valeur de la biodiversité, c'est le prix de production, le premier point de vente. Toute la chaîne d'après, le coût de la dégradation des écosystèmes manque à gagner de leur restauration ainsi laissée à la charge des collectifs de générations futures. Nous vivons donc à crédit. Il est aujourd'hui indispensable d'inventer un autre mode de développement qui soit basé sur une utilisation plus économe de l'espace et des ressources naturelles. Finalement, la pauvreté et la gouvernance. Environ 3 milliards de personnes vivent à moins de 2 euros par jour. Imaginez, il y a 7 milliards, presque 50% de la population. C'est une population pauvre de moins de 2 euros par jour. Les populations les plus pauvres dépendent souvent directement des ressources naturelles pour leur survie. Dans le milieu naturel et exploitent de manière directe. Ceux-ci n'ont d'autre choix pour survivre que d'exploiter leur environnement. Ainsi, la pauvreté amplifie la spirale de dégradation de l'environnement. Au contraire, les populations des pays riches peuvent avoir le sentiment d'être indépendants des ressources naturelles, négligeant la protection de l'environnement à cause d'autres priorités comme la santé ou l'éducation. L'absence de règles pour l'accès aux ressources conduit les hommes à les exploiter sans en respecter le renouvellement. Par cette spirale de la tragédie des biens communs et de la pauvreté, les ressources naturelles diminuent. Et merci pour votre attention.